Les jeunes sont-ils en train de déserter les salles de cinéma? Ont-ils définitivement choisi Don't Look Up sur Netflix plutôt que Les Illusions perdues sur grand écran pour parler de cette vague d'inquiétude qui parcourt une partie de l'industrie et peut-être vous rassurer? Je suis avec Julien Marcel. Bonjour Julien. Bonjour Cyril. Julien, vous êtes le directeur général d'Allociné et de The Box Office Company. Julien, est-ce qu'on s'inquiète pour rien? Est-ce qu'il y a un vrai problème autour du jeune public et des salles de cinéma? Alors, je serais tenté de commencer par répondre d'une manière qui va peut-être un peu vous surprendre en disant non, je crois qu'il n'y a pas de problème. Voilà, on va en rester là. Très bien, merci beaucoup. C'était chouette. Non, en fait, le premier élément de réponse, c'est juste de dire que quand on observe le rebond de la fréquentation des cinémas en Europe en 2021 en particulier, sur la fin de l'année 2021, mais même aux États-Unis, et il y a forcément une parenté dans le comportement des spectateurs, on voit que les démographies qui ont permis aux salles de sauver les meubles en fin d'année, c'est le jeune public. Jeune public qui, grosso modo, représente 40% des spectateurs et qui est notamment revenu en masse sur des films de fin d'année comme des blockbusters comme Spider-Man, qui ont quand même amené un élément de rassurance sur le fait que ce jeune public est prêt à revenir en salle. Il l'a fait, il a voté avec ses pieds, donc on les a vus. Juste une question, le jeune public, c'est quel âge? C'est jusqu'à 24 ans dans les tranches, jusqu'à 14 pour la première tranche et 15-24. Après, selon les pays, on va avoir des distinctions un peu différentes, mais on va dire qu'on s'intéresse au public jusqu'à 18 ans en priorité et par extension jusqu'à 24 ans. Et à part Spider-Man, qu'est-ce qu'ils vont voir au cinéma? C'est là que ma réponse très optimiste le devient un tout petit peu moins, c'est qu'à part Spider-Man, ils ne sont pas allés voir grand-chose. Et c'est ça un petit peu le vrai sujet du jeune public, c'est que l'élément de rassurance, c'est qu'on sait qu'ils peuvent retourner en salle. Et toutes les études qu'on a, moi je dirige donc Allociné, mais aussi les activités européennes et sud-américaines de Webedia qui couvrent Filmstarts et Movie Pilot en Allemagne, Sensacine en Espagne, en Amérique latine, Adoro Cinéma. Donc on voit sur l'ensemble de ces géographies comment se comportent les spectateurs et ce qu'ils vont voir. L'inquiétude, c'est qu'on n'a jamais eu un tel niveau de concentration sur un faible nombre de films dans la fréquentation de ce jeune public. Donc la vraie question, c'est une question d'offre et de demande. Et comme parfois quelques images sont plus parlantes qu'un long discours, on va peut-être regarder, si vous voulez bien, quelques slides. Ces 3 slides de l'Institut Vertigo, qui est un institut français, mais qui travaille aussi en Italie et en Belgique. Donc la première slide, cette première image, c'est une cartographie des films français et de la fréquentation des films français en 2021 en France. Au sud, plus on est au sud sur cette carte, plus on est féminin, plus on est au nord, plus on est masculin, plus on est à l'ouest, plus on est jeune, plus on est à l'est, plus on est âgé. Donc là, on a une première carte qui montre que, grosso modo, ça résonne bien par rapport à la discussion qu'on a eue juste avant, on voit qu'il y a une concentration extrêmement forte de l'offre de films française vers le public plus de 25 ans. C'est presque caricatural. On a quelques comédies qui vont faire exception, quelques films d'animation ou de films tournés vers le jeune public, qui sont certains magnifiques d'ailleurs, mais très 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 concentrés à droite. Maintenant, en surimpression, on va ajouter les films internationaux non américains. Et donc on a cette nouvelle slide et on voit... Alors, une grosse exception en France en 2021, Demon Slayer, qui a été un énorme succès, donc film d'animation japonais, qui montre que cette culture manga, elle ne remplit pas que les bibliothèques de BD, mais aussi assure des gros succès. Mais le film européen, parce qu'en fait, à l'exception de quelques films comme Demon Slayer, c'est du film européen, on est exactement sur la même cible. Et maintenant, si en surimpression, on rajoute les blockbusters américains, donc voilà, la carte qui était totalement vide à l'ouest, c'est-à-dire la carte de ce que va voir le jeune public, plus garçon en haut, plus fille en bas, elle s'est entièrement remplie. Donc je crois qu'un vrai gros sujet de préoccupation que nous devons avoir aujourd'hui, c'est l'adéquation de l'offre européenne de contenu avec ce public dont on sait qu'il peut revenir en salle,
mais qui, quand il va en salle, le fait pour des superproductions américaines. Est-ce que cette dichotomie, cette séparation, elle a toujours existé ou est-ce qu'elle est de plus en plus flagrante ? Elle s'accentue encore plus, et surtout le phénomène de concentration dont je parlais, il est extrêmement visible. Si je cite quelques chiffres récents, quand on a eu par exemple la sortie de Spider-Man dont on parlait tout à l'heure en France au mois de décembre, pendant les premiers jours, il y a 70% de la fréquentation de la semaine de sortie de Spider-Man est portée sur Spider-Man. Si on regarde le box-office américain de l'ensemble du mois de décembre 2021, il se concentre à près de 65% sur un seul film, Spider-Man. À titre de comparaison, quand on avait l'épisode 9 de Star Wars en 2019, c'était déjà colossal, on était à 50% de concentration du box-office sur ce film. Donc ça s'accentue, c'est bien ça. Donc ça s'accentue. Si on veut voir ça peut-être d'une manière positive, est-ce qu'on ne peut pas se dire que les cinémas sont complémentaires aussi ? L'offre de cinéma est complémentaire. Alors l'offre de cinéma est effectivement complémentaire, mais on ne peut pas se satisfaire d'une complémentarité dans laquelle le jeune public irait voir des films américains et le public plus âgé irait voir des films français et européens. Et je pense que ça résonne tout à fait par rapport à ce que disait Marc Dupont-Avis dans la discussion précédente. On ne peut pas abandonner la création d'un récit culturellement ancré en Europe vis-à-vis de ce jeune public. Je crois que c'est un des vrais enjeux importants. Julien, je parlais tout à l'heure de Netflix, on pourrait citer d'autres plateformes qui sont désormais bien installées en Europe, mais selon vous, quelle est la vraie concurrence des salles vis-à-vis du jeune public ? Alors effectivement, quand on parle de concurrence, on a tendance à parler, vu de la fenêtre des salles de cinéma, du streaming, des grosses plateformes de Netflix. Moi, il me semble que l'opposition un peu systématique des plateformes de streaming au cinéma, elle n'est pas seulement stérile, elle est en plus relativement fausse. C'est-à-dire qu'en fait, la vraie concurrence pour le cinéma, à mon sens, c'est le jeu vidéo, c'est les réseaux sociaux, c'est en fait tout le temps passé par une audience jeune sur des contenus qui sont tout ce que le cinéma n'est pas. C'est-à-dire, c'est des contenus extrêmement courts. Nos collègues américains diraient snackable, des petits contenus de quelques minutes. Et on voit d'ailleurs même dans la sérialisation des contenus qu'il y a une tendance à une certaine forme de réduction. Ensuite, c'est des contenus dans lesquels je suis en permanence dans une dynamique de choix. Je swipe. Je dis j'aime pas, je passe à la suite. Et c'est le propre de toutes ces vidéos. Il y a une explosion de la consommation de vidéos sur les réseaux sociaux, mais le propre de la consommation de ces vidéos sur réseaux sociaux, c'est soit côté TikTok, hyper court, 15 secondes, je passe à la suite, soit cette culture du swipe qui fait que je commence à regarder une vidéo et dans les 3 premières secondes, je décide si j'ai envie de la voir ou pas. Et d'ailleurs, ça, c'est très, très frappant. Nous, on travaille beaucoup sur ces réseaux sociaux. On a des très grosses communautés. Et on sait d'expérience qu'il y a 3 secondes pour retenir le public sur une vidéo. C'est l'inverse du récit du film de cinéma. Et le dernier élément qui oppose ces nouveaux types de consommation hyper courts, dans l'hyper choix et l'instantanéité, l'autre élément, j'en perds mon latin, c'est l'interactivité. Et cette interactivité, elle est effectivement importante, c'est-à-dire que quand je suis en salle de cinéma, je suis passif. Je n'ai pas mon téléphone allumé, je ne réagis pas. Et donc, je pense que, pour revenir à cette question de l'opposition du streaming et de la salle de cinéma, je ne crois pas. Je pense que le vrai enjeu, c'est est-ce qu'on arrive à attirer le public sur des contenus écrits de 90 minutes dans lesquels il n'y a pas d'interactivité, c'est-à-dire des contenus qui sont l'inverse de ce que les jeunes consomment et surconsomment aujourd'hui sur les réseaux sociaux, dans le jeu vidéo. Et donc là, il y a une vraie réflexion à avoir et on est en permanence partagé. Comme le soulignait, c'est un sujet que soulignait Daniela Elsner précédemment, c'est de dire est-ce que l'éducation à l'image fait partie de la solution ? Et moi, c'est presque le père de famille qui parle autant que le chef d'entreprise, qui consiste à dire je suis en permanence partagé entre dire l'éducation à l'image, ça va permettre de faire redécouvrir ou découvrir à des jeunes générations l'intérêt et de développer ce goût d'un contenu construit,
Et puis l'autre tentation, c'est la tentation de dire, ils sont où les jeunes, ils consomment quoi ? Eh ben, attirons-le avec ce qu'ils aiment, et puis progressivement, on va les amener vers d'autres formes de consommation dans les cinémas. Mais il y a vraiment une possibilité aujourd'hui de savoir si, justement, en les attirant par des contenus qu'ils aiment, ils consommeraient ensuite d'autres types de cinéma. Est-ce que vraiment, c'est une thèse qu'on peut vérifier, ça ? Alors, ce qu'on sait, c'est qu'on l'a déjà vérifié avec d'autres générations. Il y a quelques années, et ça reste un enjeu fort, on disait les contenus opéra au cinéma font venir les jeunes au cinéma, les personnes plus âgées au cinéma, et on a eu beaucoup d'études prouvant qu'une fois qu'ils étaient revenus au cinéma, ils avaient redécouvert le chemin des salles, et pour des générations qui avaient vécu le grand trou d'air des salles de cinéma, c'était l'occasion de se dire ah mais en fait ces salles de cinéma, elles ont été rénovées, elles sont devenues belles, et de retrouver le chemin des salles. Pour les jeunes générations, en particulier après ces presque 2 ans de Covid, c'est un vrai enjeu de faire redécouvrir le chemin des salles. Donc on est content qu'ils le fassent avec des blockbusters, mais on voit aussi que dès qu'on fait du contenu événementiel, dès qu'il y a du talent en salle, dès qu'il se passe quelque chose, on arrive à faire retrouver le chemin des salles. C'est quoi du contenu événementiel ? Du contenu événementiel, ce sont des équipes de films qui vont se déplacer, ce sont des talents qui vont être présents, c'est une animation spécifique autour du film, c'est l'archétype, ça va être le Grand Rex à Paris qui va faire des soirées marathons et qui chaque année re-remplit les salles pour des marathons, comme les plus âgés d'entre nous peuvent se souvenir du bon vieux Rocky Horror Picture Show qui inlassablement faisait revenir le public en salle pour une expérience déjà vécue. Mais le cœur de l'expérience de la salle, c'est bien cette expérience collective, partagée, sur grand écran, qui est l'antithèse de ce qui est devenu le média et l'activité principale des jeunes générations, qui est le contenu solitaire sur un petit écran. Donc, sacré challenge. Mais est-ce qu'on peut imaginer, ou est-ce qu'il faut imaginer d'ailleurs, des expériences d'interactivité au sein d'une salle de cinéma ? Alors, il y a eu un certain nombre d'expériences qui ont été faites au long des années. Je me souviens que quand le patron d'AMC, qui est le principal circuit américain, a été nommé il y a quelques années, dans les premières semaines suivant son arrivée, il a dit « Et si on réservait des salles de cinéma à des séances où le public accepterait d'avoir son téléphone allumé ?» Ça avait suscité une énorme levée de boucliers, l'idée avait été abandonnée. Donc, premier exemple qui me vient à l'esprit. Un autre, c'est il y a eu beaucoup de tentatives de jeux interactifs, décide la fin de ton film, vote en direct, etc. Dans le fond, c'est pas la nature même de l'interactivité. L'interactivité n'est pas la nature même de l'expérience cinéma. En revanche, dans une salle de cinéma, on peut avoir des expériences d'e-sport qui sont par nature interactives, d'enseignement en ligne qui sont par nature interactives, des conférences, etc. Donc l'interactivité n'est pas étrangère à la nature même de la salle de cinéma. Mais je pense qu'un des vrais défis, c'est de faire aimer ce moment de déconnexion qui est privilégié dans la salle de cinéma. Faire venir les jeunes aussi, ça demande peut-être de mieux les connaître. Est-ce que de quels outils on dispose aujourd'hui pour que les salles, les films puissent se battre à armes égales avec les réseaux sociaux, avec YouTube ? Les réseaux sociaux, YouTube, c'est-à-dire qu'en fait tout ça, ce sont des outils au service des salles. Il y a quelque chose qui est assez frappant quand on dit se battre à armes égales avec le streaming, avec le jeu vidéo, c'est que ce sont des consommations qui ont été, au cours des années écoulées, complètement dématérialisées. Donc on achète en ligne, on consomme en ligne. Et le cinéma, de ce point de vue-là, avec des différences d'un pays à l'autre, mais la salle de cinéma est très en retard. Aujourd'hui, le taux de numérisation des billets de cinéma, avec l'expérience notable des pays nordiques qui ont toujours été très en avance sur la billetterie en ligne. Moi, je me souviens, il y a une dizaine d'années, ils étaient déjà très, très largement engagés. Mais sinon, dans la plupart des pays européens, on est à des taux de billetterie en ligne qui vont être aux alentours, en moyenne, de 20 à 30%. Et c'est pareil aux États-Unis. Ça veut dire que globalement, la salle de cinéma est dans une situation où elle va voir passer les 2 tiers de ses spectateurs sans savoir qui ils sont. Mais concrètement, ça changerait quoi ? Que la salle de cinéma me connaisse ou connaisse le spectateur ? Quand on voit, encore une fois, dans la discussion précédente, l'importance des algorithmes
dans le succès des plateformes de streaming, dans la capacité à offrir aux spectateurs exactement ce qu'ils veulent. Ce matin, dans la discussion, on parlait du jeu vidéo et du grand défi pour les jeux vidéo d'arriver à lutter contre le trop addictif. Moi, j'aimerais bien que le jeu vidéo nous donne un petit peu de son surcroît d'addiction pour les salles de cinéma. On pourrait s'en servir, ça ne poserait pas de problème. On a besoin d'utiliser les mêmes outils que les plateformes de streaming, que les plateformes de jeux vidéo pour connaître le public, pour être capable proactivement de proposer au public le film qui est la prochaine expérience logique, une fois qu'on sait que tel spectateur est allé voir un film d'art et essai ou que tel spectateur est allé voir un film de super-héros. En fait, aujourd'hui, on est globalement très en retard sur ce point-là. Et moi, ma salle de sport m'envoie plus de mails que ma salle de cinéma. Il y a quelque chose qui n'est pas logique là-dedans et qui tient un petit peu à une forme de résistance qui existait très fortement jusqu'à, je dirais presque le début du Covid, où on entendait dans beaucoup de conférences de cinéma européen auxquelles je participe, des salles de cinéma culturellement assez réticentes à l'adoption de la billetterie en ligne, disant finalement, quand le public vient en salle de cinéma, c'est pour avoir une expérience humaine, c'est pour rencontrer quelqu'un. Donc, allons pas leur infliger l'achat en ligne et passer à une borne. Et je crois que s'il y a eu peut-être un bénéfice collatéral, c'est difficile de parler en ces termes, en termes de Covid pour les salles de cinéma qui ont été, comme ça a été souligné à plusieurs reprises, parmi les secteurs les plus durement touchés. Mais l'adoption de plus en plus généralisée du commerce, de l'achat en ligne, du click and collect, le fait que ma chère maman soit sur Skype et sur Zoom, ce qui n'était pas le cas avant le Covid, fait qu'aujourd'hui, les salles de cinéma sont en train je crois, comprendre que l'achat dématérialisé, c'est pas moins d'humanité dans la relation, c'est plus d'efficacité et plus de connaissance du spectateur. Est-ce que les outils pour mieux s'adresser à ces spectateurs existent? Est-ce qu'ils sont en train d'être développés? Est-ce qu'il y en a en Europe? Alors, les outils, techniquement, ils existent, parce qu'en fait, on dispose des mêmes outils que l'ensemble des acteurs du monde digital. La vraie difficulté, c'est que ce qui fait la beauté et la force du secteur de la salle de cinéma, c'est sa diversité. Donc le risque, c'est que ces outils soient seulement réservés aux quelques grands circuits qui concentrent toute la demande. Or, même ces grands circuits qui ont parfois des parts de marché très importantes, n'ont pas la masse critique par rapport aux grosses plateformes de streaming. Donc en fait, le sujet, il n'est pas uniquement celui de l'outillage qui existe, il est celui de la masse critique, c'est-à-dire de la collaboration entre les salles et les circuits pour mettre en commun ce qui peut être mis en commun, pour s'adresser aux spectateurs de cinéma dans leur ensemble, dans le respect de bonnes règles de concurrence. Mais cette collaboration entre les salles, elle est indispensable à un marketing digital efficace des salles de cinéma, pour reprendre vos termes, pour se battre à armes égales avec l'ensemble des circuits qui sont en compétition pour du temps de cerveau disponible. Est-ce qu'un acteur comme Allociné peut favoriser, aider dans cette meilleure connaissance et dans le fait de l'attractivité du spectateur? En fait, dans l'ensemble des territoires où on est présent, on travaille avec les salles avec une logique qui consiste à dire nous, en tant que plateforme de découverte, on voit toute la phase de choix, le haut de funnel, comme on l'appelle, c'est-à-dire ce moment où on décide entre plein de choix différents. Nous, on sait que tel visiteur, dont on ne sait pas qui il est, mais qu'on sait identifier parce qu'il est abonné chez nous, il s'intéresse à tel contenu de streaming et tel contenu en salle. Les salles, elles, voient la conversion en salle par l'achat de billets. Donc, si on collabore, nous, on sait plus de choses en largeur et eux connaissent plus de choses en profondeur parce qu'ils sont du côté de la transaction, et on est en train, avec plusieurs circuits européens, d'effectivement travailler sur ce sujet pour transformer ça en un data marketing plus efficace pour faire revenir non seulement le public jeune, mais en fait l'ensemble des publics de plus en plus dans les salles de cinéma. Vous êtes optimiste ? Je suis très optimiste par nature, par définition, mais aussi rendu très optimiste parce que je vois des premiers pas de ce redémarrage. On nous avait promis le pire. La fin d'année nous a montré qu'on était capable d'arriver au meilleur. Maintenant, on a besoin de plus de diversité. On a besoin de plus de cinéma européen dans les salles, mais voir déjà les spectateurs européens
commencer à revenir, différemment selon les pays, mais globalement commencer à revenir partout, c'est une vraie raison d'optimisme. Merci beaucoup Julien Marcel. Je rappelle que vous êtes le directeur général d'Allociné et de The Box Office Company. Merci Cyril.